Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Pas de vidéo classique cette semaine, je fais un petit Insomniac Club parce que je vais pas avoir le temps. J'avais prévu de la faire soit hier soir, soit ce matin, et il se trouve que j'ai été pris dans un traquenard de dernière minute avec une pote qui m'a invité à aller voir un film. J'ai dit oui. Finalement, comme j'habite en banlieue, que le film était à Paris, j'ai pas pu rentrer chez moi, donc j'ai dormi chez elle. Donc je viens de rentrer chez moi et je repars cet après-midi à Florange, dans l'est de la France, pour une animation littéraire, une rencontre avec des jeunes. J'en fais beaucoup en ce moment. Comme je l'ai déjà dit très souvent, j'écris des livres. Et une partie très importante de votre activité quand vous écrivez des livres, notamment pour les jeunes, c'est les rencontres, qu'elles soient scolaires ou là pour le coup c'est pas scolaire, mais c'est des rencontres avec les lecteurs, des dédicaces, des choses comme ça. Et c'est souvent un peu à la même période. C'est souvent en fin d'année scolaire, comme en ce moment, ou plutôt au début. C'est plutôt automne, fin de printemps ou début automne, quoi. Donc là, cet été, j'ai plus grand-chose, mais là, il me reste encore deux, trois trucs. J'ai encore des week-ends bien chargés jusqu'à la fin du mois de juin et début du mois de juillet. Et après, ça va se calmer. Donc voilà, donc pas le temps de faire une vidéo vraiment aujourd'hui. Donc je fais un peu plus rapide avant de préparer mon sac pour partir. Si vous vous posez la question, hier soir, c'était Ginger Snap, le film Ginger Snaps avec un S, je crois, qui est un film d'horreur du début des années 2000, qui était très cool, qui est passé complètement inaperçu. C'était projeté à Paris dans le cadre d'un festival qui s'appelait Les Tueuses, festival de films d'horreur et, euh, et qui passait des films un peu soit oubliés, soit un peu passés inaperçus pour différentes raisons. Et donc Ginger Snaps, c'est un film, j'ai pas trop envie d'en dire trop, mais en gros un film de loup-garou. Euh, dans une ambiance vraiment intéressante parce il a été tourné au Canada. Donc on n'a pas la petite ville américaine typique des films d'horreur un peu teen, parce que c'est des adolescents, des adolescentes même plutôt. C'est un film très féminin euh, qui qui sont dans Ginger Snaps. Et ouais, on n'a pas cette petite ville très californienne, très Scream, souviens-toi l'été dernier, tout ça. Là, on a un paysage urbain très différent, on a une ambiance assez différente, les personnages sont très attachants, et c'est un film, visiblement, d'après ce que disaient les organisatrices du festival, qui est devenu très compliqué à trouver. Qui est pas distribué en France, même sur les plateformes et tout. Faut passer par des histoires de plateformes étrangères et tout pour le voir. Donc c'était cool de le voir en salle et c'était très bien. Si vous êtes amateur de films d'horreur, alors film d'horreur, c'est pas un film extrême du tout, hein, mais c'est un film, ouais, film d'horreur quoi, film d'horreur adolescent. Faut pas en attendre. Je vous promets pas un film de dingo, hein, mais c'est vraiment un chouette film. Si vous avez moyen de trouver Ginger Snaps, je vous le conseille. Voilà. Je crois qu'il y a des suites. C'est pas je crois, j'en suis sûr même que je n'ai pas vu. Là, j'ai vu que le premier. Mais je sais pas ce que ça vaut. Mais en tout cas, le premier est ultra cool. Voilà. Je parle un peu pour ne rien dire pour raconter ma vie, mais j'ai conseillé un film. C'est déjà ça. Et je me disais là pour cet Insomniac Club, parce que je voulais pas, je voulais quand même vous poster un truc aujourd'hui. Comme j'ai fait mon grand retour il y a deux trois semaines, je me suis dit que ce serait un peu abusé de déjà me réabsenter une nouvelle fois. Donc je vous poste ça là un peu en urgence entre guillemets. Je vais quand même peut-être parce que en fait Florange là je pars ce soir mais je rentre demain soir, c'est vraiment juste pour la journée de demain. Donc je vais peut-être essayer quand même de poster la vidéo classique cette semaine quand même en fin de semaine, c'est pas grave si c'est pas le lundi. Euh, on verra, on va voir. Je peux vous le dire en avant-première pour ceux qui écoutent les Insomniac Clubs, ce sera sur Asobi Asobase, un manga d'humour très particulier qui est semi-publié en France. Ça nous permettra de parler de son éditeur qui est, j'allais dire, au cœur d'une polémique. C'est pas une polémique, mais sur qui il y a des choses à dire. C'est Noévé Graphics, l'éditeur, qui est en train de décevoir tout le monde. Voilà, on parlera de ça et on parlera de Asobi Asobase. Voilà. Et oui, que disais-je? Je suis en train de me perdre complètement. C'est les Insomnia Club, vous connaissez. Là, je parle tout en marchant dans mon appart, en essayant de gérer mon chat Ronnie qui fait n'importe quoi. Insomnia Clubs, vous connaissez, c'est un peu le fil de pensée. Donc c'est pas grave si on se perd dans de longues minutes où rien n'est dit.
je vous conseille d'écouter ces enregistrements le soir en vous endormant. Ma douce voix vous accompagnera dans la contrée des rêves. Ouais, pour tenter un truc un peu différent sur cet Insomnia Clubs, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Vous me direz ce que vous en penserez, ce que vous en aurez pensé à la fin. Mais je voulais vous lire un texte que j'ai écrit sur mon blog il y a quelques mois. Donc c'est un texte perso. Quand je dis texte perso, vous attendez pas à des grandes révélations sur moi, mais c'est un texte que j'aime bien, que j'ai mis du cœur à l'ouvrage en l'écrivant. Et je vous mets le lien, de toute façon, en description pour mon blog, si vous voulez aller le voir. C'est un des derniers articles que j'ai posté sur mon blog. Les blogs, c'est vraiment une plateforme du passé. c'est un truc que je poste assez rarement aujourd'hui. Il y avait une époque où je postais tous les jours sur mon blog, il y a des années. Et aujourd'hui, c'est vraiment une fois tous les 2 mois. Mais c'est une plateforme à laquelle je tiens. J'ai un attachement un peu émotionnel à ce blog, même si le nombre de visites par mois est ridicule, hein. On parle vraiment de quelques dizaines, quoi. Enfin, il y a personne qui va sur les blogs. Les réseaux sociaux ont complètement tué les blogs. Et je pense qu'on est tous pareils. En fait, quand je traîne sur Internet, ma routine Internet, c'est d'aller quasi uniquement sur des gros sites, quoi, qui sont les sites de réseaux sociaux, YouTube, ma boîte mail à la rigueur, et puis enfin, il y a vraiment très peu de petits sites sur lesquels je vais, quoi. C'est même quand je fais des recherches, je veux me renseigner sur tel ou tel sujet. En fait, je vais me retrouver sur des grosses plateformes qui vont être soit Wikipédia, soit si c'est un truc cinéma par exemple, je vais me retrouver sur IMDb ou des trucs comme ça. C'est en fait devenu très très rare qu'on se retrouve par choix ou par recherche sur des petits sites, des blogs, des sites perso, des trucs comme ça. C'est vraiment l'internet du passé, quoi. Est-ce qu'il faut le regretter? J'en sais rien. La nostalgie me fait le regretter. Après, est-ce que c'est autre chose que de la pure nostalgie? Je sais pas. L'internet d'aujourd'hui est probablement mieux que l'internet d'hier en termes de contenu, dans le sens où l'internet d'aujourd'hui contient aussi l'internet d'hier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on le voulait, on pourrait aller sur ces sites-là. C'est juste qu'on le fait plus, quoi. Je me suis à nouveau perdu dans une digression. Je vais lire un texte et je vais vous quitter juste après le texte. Je vais vous le lire et on rediscutera pas après. C'est un texte assez long, mais vous me direz ce que vous en aurez pensé à la fois du texte, ça m'intéresse de savoir si l'histoire que je vais vous raconter va vous plaire ou pas, mais aussi de la pratique parce que donc ce sera pas le même rythme de voix et tout, ça va être de la lecture, quoi, et pas justement de la discussion comme ça dans le vent comme je suis en train de le faire depuis tout à l'heure. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, c'est toujours très bienvenu. Et je vous laisse donc avec un texte que j'ai écrit qui s'appelle « Les grenouilles de Truffaut ». Pendant quelques mois de ma vie, alors que j'avais 22 ou 23 ans, j'ai bossé à Truffaut durant les week-ends, en parallèle de mes études universitaires. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas l'enseigne, Truffaut, c'est une chaîne de magasins principalement spécialisée dans le jardinage. Il y en a un peu partout en France et finalement, j'ignore pourquoi je fais cette parenthèse parce qu'en vrai, je suis à peu près sûr que vous savez tous très bien de quoi il s'agit. Passons. Ce chapitre de mon passionnant parcours professionnel n'a duré qu'une poignée de mois, comme je le disais, et fait partie de ces périodes de ma vie dont j'ai mystérieusement que peu de souvenirs. J'étais pourtant déjà adulte, ou presque, mais non. Dans ma tête, ce qu'il en reste est étrangement recouvert de taches noires, m'empêchant de me rappeler les noms de mes collègues d'alors ou de leur visage. Je ne sais même plus comment j'avais obtenu ce taf. D'ailleurs, c'est pas là le moins mince des mystères entourant cette affaire. J'avais été affecté, assez arbitrairement, au rayon JDC, pour Jardin Décor Contenant. Un acronyme derrière lequel se cachaient principalement les cabanes de jardin, les pots à fleurs et surtout, les sacs de terreau. Des sacs de terreau par palette entière. Des dizaines et des dizaines et des dizaines de sacs de terreau. Des dizaines également de terreaux différents. Toute la journée, c'était le gros de mon travail. Regarnir le rayon en quasi continu, grâce à un transpalette sur lequel je déplaçais, de la réserve jusqu'au magasin, plus d'1 tonne de terreau par jour. C'était un travail physique, épuisant et répétitif. Mais surtout, c'était un travail pour lequel je n'étais absolument pas qualifié. De ça, je me souviens parfaitement. J'ai jamais été formé ni au maniement du transpalette, ni à la différence entre tel et tel terreau. Pourtant, c'était une question qu'on me posait environ 2 fois par heure. Les clients voulaient absolument savoir ce que je conseillais pour un jardin potager et ce qu'il convenait plutôt d'acheter pour mettre au pied d'arbres fruitiers. Soyons sincères une bonne fois pour toutes et avec près de 20 ans de retard,
Pas une fois je n'ai répondu à ces questions en ayant la moindre idée, même vague, de ce que je racontais. Je me contentais en général de conseiller de la terre de bruyère, parce que je trouvais le nom joli. Et pourtant, chose plus étrange encore, pas une fois non plus quiconque ne m'a repris ou n'a semblé douter de ma réponse. C'est hallucinant l'autorité que donne un simple gilet sans manches brodé du nom d'un magasin. Je me souviens même d'un jour où l'un de mes collègues m'a félicité pour ma journée en me disant que j'avais fait de très bonnes ventes. Probablement suis-je rentré chez moi ce soir-là avec la sombre certitude d'être responsable de la mort prochaine d'une bonne partie des jardins de la ville. Si mes souvenirs sont bons, mais comme j'ai dit en introduction, probablement ne le sont-ils pas, cette période en tant qu'employé de Truffaut faisait suite à un séjour de quelques mois aux États-Unis, en Caroline du Nord plus précisément. J'avais vécu là-bas dans une famille géniale qui m'avait accueilli pour enseigner le français à leur fils. J'y avais rencontré des groupes de rock avec lesquels j'étais devenu ami, j'étais tombé amoureux, je m'étais senti heureux, et en rentrant en France, j'avais abandonné ma maîtrise d'anglais, de toute façon mise à mal par ces mois d'absence, et je m'étais dit que je me réorienterais l'année suivante pour devenir prof d'anglais. Spoiler alerte, je ne le suis jamais devenu. De fait, alors que le printemps débutait, je me retrouvais chez mes parents sans trop rien à faire, d'où, j'imagine, ce CDD chez Truffaut. C'était une période chelou, je crois. Mes potes d'alors commençaient à quitter les maisons familiales, parfois même les études, et les jobs étudiants devenaient pour certains des jobs tout court. Je perdais de vue les anciens amis du lycée, et nos quotidiens qui, jusqu'ici, s'étaient toujours un peu ressemblés, prenaient désormais des aspects de plus en plus différents les uns des autres. Doucement, on comprenait que les choses ne durent pas pour l'éternité, et que ce qui avait été ne serait bientôt plus. Ce n'était pas spécialement triste, cependant. C'était juste la vie qui avançait, l'âge adulte qui débutait. Derrière nous, le lycée s'éloignait définitivement, et avec lui les derniers restes d'adolescence et d'insouciance. Quelques-uns de nos rêves aussi. Mais ils seraient un jour remplacés par d'autres, et ceux-ci cesseraient d'être des rêves pour devenir des projets, et ainsi va la vie. De toute façon, c'était le printemps, il faisait beau, et personne ne peut lutter contre le temps qui passe. Alors autant profiter du temps qu'il fait. Je suis plutôt fier de cette figure de style. De mon côté, je consacrais cette parenthèse de semi-oisiveté entre l'abandon de mes études et leur reprise à finir le fanzine sur lequel je bossais alors, Terreur Triste, à être amoureux d'une fille, pas la même qu'aux États-Unis, cherchez pas à suivre, ça n'a que très peu d'importance pour notre histoire et par très peu, je veux dire aucune, à écouter des disques de punk rock et donc à bosser le week-end chez Truffaut. C'est bon, finalement j'ai réussi à revenir au fil initial de ce texte, ni vu ni connu. Putain, j'ai déjà écrit 6 paragraphes et pas un n'est intéressant. Mais ne vous inquiétez pas, cet état de fait ne va en aucune façon se modifier par la suite. Bref. Les journées à Truffaut étaient interminables. De mémoire, c'était du 9h-20h à trimballer des sacs de terreau d'un bout à l'autre du magasin, sans personne avec qui faire en sorte de rendre le temps plus agréable. De ça aussi, je me souviens bien. En 6 mois à bosser là-bas, je ne me suis rapproché d'aucun de mes collègues. Peut-être du fait d'une différence d'âge très marquée, ou bien simplement à cause du rythme de travail qui ne s'arrêtait jamais assez pour laisser le temps de discuter. Mais heureusement, il y avait un bon truc dans ce taf. Une pause déjeuner de 2 heures qui permettait une vraie longue coupure en milieu de journée. Enfin, du moins, c'était un bon truc sur le papier. Parce que dans les faits, même si je vivais dans la même ville que le magasin, la maison de mes parents se trouvait à l'autre bout de la dite ville. Et n'ayant pas de voiture, si j'avais voulu rentrer chez moi histoire de manger, il m'aurait fallu repartir presque aussitôt pour être à l'heure l'après-midi. Donc, ce qui se passait la plupart du temps, c'est que je ramenais des sandwichs et que le midi, j'avais 2 heures à tuer dans une solitude assez totale. Je consacrais généralement celle-ci à errer comme un fantôme anonyme dans les recoins abandonnés de la zone industrielle où se trouvait Truffaut. Étrangement, je n'ai pas souvenir d'avoir été confronté, lors de ces errances semi-imposées, à la pluie. Ça paraît pourtant improbable sur une période de 6 mois. Mais non, les quelques images qu'il me reste de cette période-là sont toutes ensoleillées. Tant mieux. C'est souvent nul, les souvenirs pluvieux. Le magasin était situé à la sortie de la ville, entre des champs et une forêt, et à ses abords se trouvait notamment une petite décharge sauvage à ciel ouvert. Là, lors d'une de mes errances, j'ai découvert une vieille télé cathodique et de gros pots de peinture encore pleins. Forcément, j'ai essayé de mettre les deux en relation, découvrant avec surprise qu'en fait, un tube cathodique, c'est super solide. Croyez pas ce que vous voyez dans les films lorsqu'un personnage énervé casse sa vieille télé d'un simple coup de pied. Même lâché de 2 mètres de hauteur, un pot de 10 litres de peinture blanche s'est révélé insuffisant pour briser l'écran. On en apprend tous les jours en s'ennuyant. Plus intéressant, ou en tout cas plus pittoresque, il y avait également à proximité de Truffaut un vieux village témoin, qui à en croire les fissures dans ses trottoirs factices n'était plus entretenu depuis un bon moment. Je n'y ai d'ailleurs jamais croisé le moindre visiteur lors de mes fréquents passages là-bas. J'ignore à quel point tout le monde voit bien ce qu'est un village témoin. Dans le doute, je me permets d'expliquer, ok ? De toute façon, ce texte est déjà interminable pour rien, donc si vous êtes encore là, c'est que vous vous ennuyez assez, j'imagine, pour prendre un paragraphe de plus.
La pratique est pas mal tombée en désuétude depuis quelques décennies, mais avec un village témoin, il s'agissait, pour un promoteur immobilier, de construire au même endroit une poignée de prototypes de pavillons supposés représenter en taille réelle les maisons des prochains quartiers à être bâtis dans la ville. Ainsi, les visiteurs pouvaient acheter des pavillons qui n'étaient pas encore construits, tout en servant des dits prototypes pour tout de même se projeter dans leur future habitation. Les maisons témoins étaient meublées et organisées entre elles en un semblant de petite rue, afin de faciliter la mise en situation des acheteurs potentiels. C'est bon, vous imaginez mieux le truc là? Bah maintenant, imaginez la même chose, mais abandonnée depuis 20 ans. Sans déconner, j'étais trop heureux quand j'ai déniché cette rue fantôme, cachée derrière des bosquets broussailleux à 100 mètres de Truffaut. C'était une dinguerie. Une demi-douzaine de pavillons entièrement meublés, mais dans lesquels personne n'avait jamais vécu. Les volets des baies vitrées étaient encore grands ouverts, permettant de contempler, comme derrière des vitrines, de vieux canapés en cuir et des buffets passés de mode depuis les années 80. Involontairement, peut-être avec la fin des 30 glorieuses et du pouvoir d'achat flamboyant, ce village témoin s'était transformé en musée oublié, témoignant de l'époque, pas si lointaine mais néanmoins irrémédiablement terminée, à laquelle il avait été bâti. Comme je l'ai dit, les trottoirs étaient craquelés, les lampadaires ne fonctionnaient probablement plus, et absolument personne n'y passait jamais. Même les squatteurs semblaient bouder cette rue en carton-pâte qui n'attendait pourtant qu'eux pour prendre vie. C'était donc l'endroit rêvé pour accueillir mes interminables pauses déjeuner. C'est là qu'ainsi, un midi, je suis tombé sur les grenouilles. Avant d'en arriver au cœur de ce récit de haut intérêt, oui, jusqu'ici il s'agissait que de la mise en contexte, il faut savoir que pour une raison que je peine à expliquer, les grenouilles m'ont toujours un peu dégoûté. C'est pas très original, j'imagine. La peur des reptiles et de tout ce qui leur est affilié, oui, je sais qu'il s'agit de batraciens, mais vous voyez l'idée, est un truc très commun. Mais dans mon cas, c'est vraiment spécifique aux grenouilles et aux crapauds. Je me demande si c'est pas lié à ces photos de certaines espèces portant une myriade d'œufs transparents et oblongs sur leur dos. L'aspect grouillant du truc et l'idée de ces œufs enfoncés dans les pores de leur peau luisante et humide. Ouais, vraiment, ça me déplaît pas mal comme image mentale. Toujours est-il qu'un jour de ce printemps-là, alors que j'errais comme chaque week-end entre les maisons abandonnées du village témoin, mes écouteurs dans les oreilles et un reste de sandwich à la main, je suis tombé sur une petite trappe ouverte, donnant sur ce qui devait probablement être l'arrivée d'eau de la rue. Le trou était assez profond, peut-être de 50 centimètres, peut-être d'1 mètre, et blâmé comme d'habitude ma mémoire défaillante pour cette approximation grossière. En tout cas, il était bien trop profond pour qu'en ressortent les deux grenouilles qui se trouvaient au fond. Il y en avait une qui était d'un vert étonnamment vif, presque fluo, et l'autre qui, au contraire, était d'un brun profond, rougeâtre. D'une certaine façon, malgré le dégoût instinctif qui m'inspirait, elles étaient plutôt jolies, très lisses et brillantes, barbotant dans le fond d'eau qui se trouvait dans le trou. Et elles étaient indubitablement vivantes aussi. Elles n'arrêtaient pas de sautiller ici et là, et leur corps mou produisait des bruits qui l'étaient tout autant, en se cognant contre les parois bétonnées du trou. Poc, poc, poc. Je suis resté là un moment, finissant mon sandwich assis à côté de cette trappe au fond de laquelle les grenouilles étaient piégées. Le scénario était limpide. Elles y étaient tombées par mégarde et ne pouvaient désormais plus en ressortir. Je me suis demandé si elles avaient conscience de ma présence. Est-ce que des animaux si petits et si différents de nous pouvaient réellement envisager l'existence des êtres humains autrement que comme des espèces de phénomènes naturels inexplicables? Petit à petit, réellement, ces grenouilles me paraissaient de plus en plus mignonnes et de plus en plus désespérées. Je préviens les âmes sensibles, cette histoire va mal se terminer. Parce que ouais, bien sûr, j'avais conscience que si je les aidais pas, elles mourraient là, dans cette trappe d'arrivée d'eau, au milieu de cette rue fantôme dans laquelle personne ne passait jamais. Mais même s'ils étaient insuffisants pour leur permettre de ressortir du trou, leur saut était vraiment rapide, puissant. Poc, poc, poc. Et leur peau semblait tellement lisse et visqueuse. Je pouvais pas imaginer plonger la main là-dedans pour les attraper. Je pouvais réellement pas, et j'en suis désolé. Alors je me suis contenté de rester là avec elles, à les regarder, et à me demander ce que mangeaient des grenouilles. Avant de retourner travailler, j'ai jeté au fond du trou des morceaux de pain et de jambon, à tout hasard, et je leur ai versé dessus le reste de ma bouteille d'eau, pour les rafraîchir. Puis je me suis relevé, je me suis retourné, je me suis éloigné, et j'ai prié pour que, rapidement, une pluie diluvienne survienne et fasse assez monter le niveau de l'eau pour sortir les grenouilles de là. La semaine suivante, lorsque je suis retourné dans le village témoin, la trappe était toujours ouverte et, au fond, les deux grenouilles étaient mortes. Visiblement, ils n'avaient pas plu. Je me rappelle parfaitement leur corps desséché. Celui de la brune était tout allongé, les muscles tendus, comme si elle s'était éteinte au milieu d'un dernier saut désespéré. Mon seul réconfort était de découvrir que les bouts de pain et de jambon avaient disparu. Au moins avait-elle pu manger un peu pour ce que ça vaut. J'ai réalisé, de nouveau assis près du trou, que j'aurais pu simplement les sauver en posant une planche ou une branche de façon à leur créer une rampe. J'ai de nouveau passé ma pause déjeuner là à penser aux grenouilles.
Peut-être me suis-je senti triste, ou peut-être pas. C'est un autre détail qui échappe à mes souvenirs. Voilà, c'est tout. C'était l'histoire des grenouilles de Truffaut. Quelque chose qui revient dans ma tête régulièrement depuis plus de 15 ans. Un souvenir qui mêle culpabilité, printemps, nostalgie, sandwich au jambon et sac de terreau. Bizarrement, je crois que c'est la toute première fois que je la raconte, à qui que ce soit. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'au fond, d'une manière que je ne saurais pas bien expliquer, je juge cette histoire plus complexe qu'elle n'y paraît. J'ai l'impression que la plupart des gens n'y verraient qu'un truc lié à la culpabilité, et je crois réellement que c'est plus que ça. Ou moins, je ne sais pas. Si l'écriture, comme on dit, consiste à mettre des mots simples sur des émotions compliquées, alors j'imagine que ce texte est foiré. À moins que vous ayez trouvé à tout ça un sens qui m'échappe depuis près de 20 ans. Cette histoire a sa place de vie dans mon entrepôt mental, mais j'ai jamais su précisément dans quel rayon la ranger. C'est un souvenir pris dans une boule à neige que j'aime bien remuer de temps en temps. Le soleil du printemps de mes 22 ans se reflète sur les paillettes qui flottent dans l'eau. Je n'ai pas eu le courage de sauver ces grenouilles, mais je me suis juré de ne pas les oublier. Cela dit, pas sûr que ça compense. J'entends. Poc, poc, poc. Après ça, j'ai encore travaillé quelques semaines à Truffaut, et pour mon dernier jour, il m'a envoyé faire les livraisons avec un collègue qui conduisait le camion. Ça m'a permis de mettre mes pieds probablement sales dans le plus grand appartement que j'ai jamais vu de ma vie, encore aujourd'hui. Il occupait tout un étage et disposait d'un balcon qui faisait réellement le tour de l'immeuble. On a livré à ses propriétaires une tonne de terreau, littéralement, pour qu'ils transforment l'un des côtés du suscité balcon en jardin. Même avec le petit ascenseur qui se trouvait heureusement là, ça nous a pris plus d'1 heure. Nous avons eu à la fin un pourboire d'exactement 0 €. L'été est arrivé et je suis redevenu facteur, comme je l'étais pendant toutes les vacances scolaires depuis mes 18 ans. Par la suite, j'ai grandi, j'ai vieilli, et le temps a fait la seule chose qu'il sait faire, à savoir passer. Et 2 ou 3 ans plus tard, alors que j'avais quitté la maison parentale, j'ai découvert que mes 6 mois chez Truffaut, désormais lointains, m'avaient valu une affiliation à la sécurité sociale agricole, ou quelque chose comme ça. Affiliation dont je n'avais bien évidemment aucune idée de l'existence, et pour laquelle je n'avais jamais payé la moindre cotisation. D'où l'arrivée un beau jour d'huissier chez mes parents. Mais ça, ce sont d'autres histoires que je ne raconterai probablement pas une prochaine fois. Merci d'avoir lu ce texte jusqu'au bout. Ça m'a fait du bien de l'écrire, et de réaliser de phrase en phrase que finalement je n'avais pas tout oublié. Parfois, ça sert aussi à ça d'écrire. À revivre ce qui a été et ne sera plus. À ressusciter, au moins quelques minutes, les grenouilles et le passé.